cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors comme je l'avais dit, eh bien, on va parler aujourd'hui de Gladiator 2, donc que j'ai pu voir il y a quelques jours. Alors je vais casser le suspense tout de suite, hein. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, même s'il n'atteint pas la puissance émotionnelle donc, du premier film, hein, du premier Gladiator de Ridley Scott, qui était sorti donc il y a 24 ans, hein. Mais cela reste un très très bon film et je vais essayer d'en expliquer pourquoi. Alors le pitch déjà, eh bien, nous avons donc Lucius, c'est un Romain qui, sous le nom de Hanno, vit en Numidie. Donc Numidie, c'est une partie de l'Afrique, hein, telle que les connaissaient les Romains. Et là, eh bien, il va voir sa femme tuée lors d'une la prise de la ville dans laquelle il vit par le général Acadius, pardon. Et évidemment, il va ressentir un profond désir de se venger de Rome. Alors, il est mis en esclavage, il est envoyé à Rome pour se battre dans le Colisée, parce que il a été mis en esclavage par Macrinus, qui est un ancien esclave qui s'occupe de gladiateurs et qui lui aussi est assoiffé de vengeance. Et à Rome, eh bien, bon, il va tenter évidemment de survivre, mais il va apprendre ses origines, et surtout, il va tenter d'échapper aux machinations de ce même Macrinus. Voilà pour le pitch. Alors, Gladiator 2, c'est un projet qui est quand même assez casse-gueule, hein. C'est quand même une séquelle d'un des plus grands films de ce début de siècle, un film qui a relancé complètement la carrière de Ridley Scott après une décennie 90 extrêmement compliquée, hein. Tous ces films se plantaient les uns après les autres, ça soit 1492, bon, c'est pas mal marché en Europe, mais pas du tout aux États-Unis. Lame de fond, G.I. Jane avait été des échecs. Et dans le même temps, d'ailleurs, son frère Tony Scott, lui, connaissait une pente ascendante, hein. Les années 90 ont été vraiment une très très grande décennie pour Tony Scott, qui, voilà, en travaillant avec notamment Jerry Bruckheimer, eh bien, avait accumulé des succès comme USS Alabama, comme Men on Fire, Le Dernier Samaritain, ben, j'en passe. Voilà, bon, les deux frères étaient, on va dire, sur une trajectoire qui se croisait. Et donc en 99, eh bien, Gladiator avait pris un peu tout le monde par surprise, hein, de par son succès énorme, et ça avait donc complètement relancé la carrière de Ridley Scott. Alors, ça avait également remis au goût du jour le péplum, alors un genre qui était totalement abandonné depuis des lustres, même si Stargate, quelques années plus tôt, le film de Roland Emmerich, eh bien, elle reprenait certains éléments du péplum, hein, bon, notamment voilà, les grandes masses de figurants, le désert, l'Égypte, bon, voilà, c'était plus, on va dire, un des éléments de péplum qui était mis dans un contexte de science-fiction. Là, Ridley Scott faisait un vrai péplum comme quand on le faisait dans les années 50 ou 60. Voilà. Lorsqu'on revoit ce film 24 ans après, on est toujours aussi frappé par sa mise en scène, extrêmement inspiré, par la puissance de l'histoire, par le charisme de Russell Crowe. Voilà, ça reste clairement un chef-d'œuvre, hein, qui avait coûté 100 millions de dollars à l'époque, qui était un énorme pari, mais qui en avait rapporté près de 500, hein, qui avait valu l'Oscar à Russell Crowe. Là, pour ce Gladiator 2, eh bien, Ridley Scott a de nouveau eu énormément de moyens, 300 millions de dollars. Alors, on les voit clairement à l'écran. Voilà. Ça démarre par une bataille dantesque lors de la prise de la ville. Il y a des combats dans le Colisée absolument faramineux, comme la fameuse Nomachi, hein, avec une reconstitution d'une bataille navale en plein Colisée. Alors, ce sont des choses qui ont réellement existé, hein, même si, bon, il n'y a pas eu de requin dans le Colisée, mais apparemment, d'après certains historiens, peut-être des crocodiles. Voilà. Voilà, donc, et puis bien sûr la reconstitution de Rome, du Colisée en dur, des figurants par centaines. Enfin voilà, l'argent est à l'écran. De toute façon, on sait que Ridley Scott, même avec des petits budgets, parce qu'il a fait des films à petits budgets, hein, il est toujours capable de sublimer sa mise en scène, d'avoir une photo extraordinaire, et puis de tirer le meilleur parti de tout ce qu'on lui donne. C'est un réalisateur qui ne jette pas l'argent par les fenêtres, hein, et le moindre dollar est justifié à l'écran. Voilà. Donc au départ, on a un petit peu l'impression d'un remake du premier film, hein, voilà, donc même si Paul Mescal n'a pas le charisme de Russell Crowe, hein. Alors pourquoi je dis un remake? Parce que voilà, bah, on a une bataille, on a un des personnages principaux qui est mis en esclavage, qui va se battre, qui doit devenir gladiateur. Bon, mais évidemment, ça va vite changer, hein. À partir du deuxième acte, ce Gladiator 2 va prendre son propre envol par l'intermédiaire de la politique, par l'intermédiaire de Macrimus notamment, hein, qui va petit à petit dévoiler donc ses ambitions et ses intentions, et par les révélations qui sont faites donc à Lucius. Donc tout ceci fait que non, ce n'est pas un remake déguisé, hein, de Gladiator, mais au contraire. Donc, c'est donc la seconde partie d'une histoire, voilà, qui se déroule toujours à l'époque romaine, mais qui va prolonger des éléments du premier film. Une vraie séquelle, en quelque sorte.
Il faut savoir qu'au départ, Ridley Scott envisageait plutôt une préquelle, mais alors là, il n'aurait pas pu l'appeler Gladiator, parce que s'il avait raconté la jeunesse de Maximus, alors ça aurait pu, moi je pense que ça aurait été extrêmement intéressant de voir comment Maximus, voilà, apparemment, bon, qui est issu d'une famille assez, assez pauvre, hein, si l'on en croit le background que j'ai pu voir à droite et à gauche, voilà, le voir monter les échelons de l'armée romaine, devenir le confident de l'empereur, voilà, ça aurait pu être intéressant, mais voilà, mais bon, Scott, je pense, a quand même préféré jouer la sécurité et partir voilà, sur cette histoire de Gladiator. Alors, on a dans le film donc plusieurs méchants hein, pour le prix d'un. Alors, bon, déjà, on a les deux empereurs, donc Geta et Caracalla. Alors, deux empereurs jumeaux qui ont effectivement ont régné conjointement, mais durant quelques mois, mais alors de manière extrêmement méfiante, hein. Le premier, effectivement, a assassiné le deuxième, avant de se faire assassiner lui-même par, par un préfet du prétoire, il me semble. Voilà. Et donc, le script donc, prend donc ces deux personnages, leur histoire, les mêle voilà, à l'histoire du film, bon, avec évidemment beaucoup de raccourcis, des petites erreurs historiques, ainsi de suite, mais bon, je le dirai tout à l'heure, mais Gladiator 2, c'est pas un documentaire, hein, c'est un film. Mais clairement, voilà, ces deux empereurs étaient connus pour leur brutalité. Caracalla a commis des massacres dans tout l'Empire, à Alexandrie notamment. On raconte également qu'il a fait assassiner plus de 20 000 Romains de l'élite romaine qui le menaçaient. Enfin, voilà. À côté de ça, en 212, Caracalla avait lancé un édit qui donnait la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. C'est un petit peu comme si maintenant, voilà, le président disait, bah voilà, bah, toute personne qui habite en France est française, même si elle vient d'un autre pays. Bon. Ça avait été un séisme à l'époque, bon, il l'avait surtout fait pour des raisons fiscales, hein, c'était pas par philanthropisme. Voilà. Donc là, les deux hommes vraiment sont détestables, ils sont cruels, ils sont lâches, ils ont tous les défauts. En fait, c'est la vision classique qu'on a de l'empereur décadent, tel que nous décrivent certains historiens, notamment des historiens chrétiens, voilà, qui voulaient justifier la chute de l'Empire romain voilà, par le fait que les empereurs se comportaient comme des brutes. Voilà. Et là, ils sont joués de manière franchement bien interprétée donc, par Joseph Quinn et Fred Eschinger. Voilà. Et donc, évidemment, ils sont tellement terrifiants entre guillemets dans le film, et bien que le spectateur espère vite que ils vont connaître un destin funeste. Cependant, voilà, on n'a pas le côté, on va dire, un petit peu tragique de Commode, hein, qu'on voit dans le premier film. Hein, Commode, voilà, qui était un méchant détestable également, mais donc on comprenait un peu les motivations, enfin voilà, en voyant qu'il était rejeté par son père, qu'il était jaloux de Maximus. Voilà. Là, on n'a rien de tout ça. Mais bon. Et cependant, le meilleur personnage de ce film, pour moi, c'est celui de Macrinus, donc, qui est joué à la perfection par Denzel Washington. Alors, Denzel Washington, bon, on connaît, on sait que c'est un très très grand acteur. Hein. Là, il donne vraiment toute une ambiguïté à un personnage qui va se découvrir peu à peu. Hein. Au départ, on se dit, tiens, comme on a l'impression que c'est un petit peu un remake, bon, ben, on se dit, bah, tiens, c'est peut-être le pendant de Proximo, hein, qui était joué par le regretté Oliver Reed dans le premier film. Hein, mais au final, non, on va voir petit à petit que ses motivations sont tout autres. Alors, je ne vais pas en dire plus, hein, ce n'est pas vu le film évidemment, mais très clairement, eh bien, l'arc de Macrinus est celui qui donne le plus de force au film. Donc du côté des gentils, donc on a Paul Mescal, alors moi je le trouve très convaincant, hein, en mari meurtri, qui cherche à venger son épouse, et qui va donc apprendre petit à petit eh bien, quelle est son origine et quel va être son destin, même si, je le redis, il n'a pas le charisme de Russell Crowe. Hein, Russell Crowe avait une aura dans le premier Gladiateur absolument indépassable. D'ailleurs, il a obtenu l'Oscar à cause de ça. Et de même, Gladiator avait fait de Russell Crowe, alors d'un acteur connu, il était devenu une star internationale. C'est le plus grand rôle de sa carrière, hein, même s'il en a eu de très très beaux après. D'ailleurs, certains Ridley Scott, hein, comme dans American Gangster, dans Robin des Bois. Voilà. Mais là, Paul Mescal, franchement, il joue, voilà, je trouve qu'il joue très très bien. Hein, et il reprend d'ailleurs certains gimmicks hein, de Maximus. Voilà. Alors, et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que la cible de sa colère, donc le général Acacius, alors qui est joué par un très bon Pedro Pascal, hein, Pedro Pascal qu'on voit dans pas mal de choses en ce moment, notamment dans The Last of Us, par exemple, j'en parlerai peut-être après les vacances, parce que je suis en train de regarder la série, il y a des bonnes choses, il y a des choses par contre qui me déçoivent beaucoup, voilà. Et ben, pareil, il n'est pas non plus d'une seule pièce, quoi. On nous présente au départ, voilà, comme un général romain ambitieux, violent, qui ne fait aucune concession, et puis petit à petit, on va s'apercevoir que oui, il sert Rome et il ne veut pas servir les empereurs, et il est beaucoup plus, lui, là aussi, nuancé que le départ du film, ou même la bande-annonce pouvait nous le faire croire. Voilà. Et enfin, eh bien, on va retrouver donc
Connie Nielsen, qui retrouve son rôle de Lucilia, pardon, donc 25 ans donc après le premier film. Hein. Alors elle est toujours aussi jolie, même si évidemment voilà, elle a pris de l'âge, hein, comme tout le monde, mais pareil, elle va également se retrouver dans les mailles des machinations de Macrinus et des empereurs. Mais alors, elle joue extrêmement bien, même si, bon, là pareil, il y a un revirement dans le film bon, qui peut paraître un petit peu, c'est pas crédible, mais disons c'est peut-être un peu précipité. Mais voilà. Donc l'histoire dont je dis, elle dévie très vite du premier film, hein, mais bon, Scott, il va garder une constance, c'est-à-dire qu'il va montrer Rome tel qu'on l'a jamais vu à l'écran. Alors il la montre à la fois raffinée, hein, avec de très belles scènes voilà, de banquets, de choses comme ça, des intérieurs très luxueux, donc des riches patriciens romains, et puis extrêmement brutal, hein, il n'élude pas voilà, la misère dans la rue, il n'élude pas le peuple voilà, qui est complètement qui se sent abandonné par ses empereurs, et puis surtout, voilà, il va filmer les affrontements dans le Colisée de manière toujours aussi efficace. Alors, très gros affrontement de gladiateurs donc, contre des singes. Alors, j'ai trouvé que les singes étaient finalement pas si mal hein, réussis hein, en image de synthèse. Peut-être que sur la bande-annonce, les effets n'étaient pas visualisés, mais bon, je trouvais que ça passait quand même pas trop mal. Et puis bon, Scott a quand même ce don de filmer de manière efficace, donc les petites imperfections d'effets visuels passe plutôt bien. Hein, voilà. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a donc, voilà, donc les fameuses scènes donc, dans le Colisée même, hein, qui sont absolument incroyables. Je veux dire, je le dis, on en a pour son argent, 300 millions de dollars, ils sont à l'écran, et franchement, c'est un film qui doit être vu sur le plus grand écran. Donc, je ne comprendrais pas qu'on puisse voir hein, ce genre de film sur son téléphone, sur une tablette, hein, pour la télécharger à droite ou à gauche. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport au premier film, le montage est beaucoup moins frénétique. Hein. Je trouvais que certaines scènes du premier film étaient tellement rapides, tellement courts, que on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passait. Là, pas du tout. C'est un montage qui, à mon sens, est bon, pas plus sage, hein, mais plus efficace. De plus, il ne relègue pas la violence hors champ, donc là, des décapitations en gros plan, on va en avoir, des types sont mangés par des requins, des coups d'épée, enfin voilà, ça y va joyeusement. Hein, il n'y a aucune. Voilà, Scott montre en fait Rome, alors telle que on la fantasme, hein, parce qu'évidemment, il faut savoir que les gladiateurs ne mouraient pas par centaines dans le Colisée, il y avait certains, c'est surtout les condamnés à mort, hein, voilà, qui étaient assassinés entre guillemets, comme ceci dans le Colisée, mais la plupart des gladiateurs ne mouraient pas, parce que d'une part ça coûtait extrêmement cher de former un gladiateur, et puis d'autre part c'était c'était les rockstars de l'époque. Hein, les gens venaient les voir, alors, donc c'est sûr si on les tuait les uns après les autres, forcément ça pouvait se voir. Il y avait apparemment entre on va dire 5 et 10% de gladiateurs qui mouraient dans l'arène, les autres survivaient. Alors, comme je l'ai dit, bon, des scènes d'action extrêmement efficaces. Alors, versant quand même dans l'exagération, je repars, voilà, les requins dans le Colisée, non, il n'y a jamais eu de requins dans le Colisée, mais Ridley Scott ne filme pas un documentaire, il filme un film d'action, et il prend des libertés avec l'histoire. De toute façon, déjà dans le premier film, il y avait beaucoup de liberté avec l'histoire. Je veux dire, Common n'a jamais assassiné son père, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, en tout cas, il prouve, Scott, qu'un an après son énorme Napoléon, il a 85 ou 86 ans, eh ben, il est toujours capable d'en remonter à pas mal de réalisateurs hein, qui seraient plus jeunes que lui. Alors oui, effectivement, donc je le redis, donc Gladiator 2 n'a pas la puissance émotionnelle du premier, bon, mais qui bénéficiait d'un effet de surprise, et puis d'une interprétation top, et surtout du charisme exceptionnel de Russell Crowe. C'est pas un acteur, voilà, on n'en trouve pas comme ça tous les ans, hein, évidemment, mais c'est pas non plus, voilà, j'ai lu un peu voilà, que c'était un navet, non, c'est ridicule de dire ça, enfin à mon sens c'est ridicule de dire ça. Par contre, quelque chose qui m'a extrêmement déçu, c'est la musique. Alors la musique de Harry Gregor Williams, elle n'arrive pas du tout à la cheville de celle de Hans Zimmer, elle est très très inférieure à celle de Hans Zimmer. Et d'ailleurs, les meilleurs moments musicaux de ce Gladiator 2, eh ben, c'est justement ceux où on reprend les thèmes du premier film. Hein, ils reviennent régulièrement, hein, se rappeler à notre bon souvenir, et franchement, c'est là qu'on se dit, ah oui, la musique de Hans Zimmer, elle faisait partie intégrale de l'expérience du premier Gladiator. Elle faisait partie vraiment de ce tout qui faisait que Gladiator était un très 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 grand film. Voilà. Mais en fait, si on prend ce Gladiator 2 sans
référence au premier film, eh bien, pour moi, c'est une sacrée réussite. Hein. Ça coche toutes les cases du casier des charges d'un gros blockbuster. Alors évidemment, les erreurs historiques, elles sont légion, je leur ai dit. Hein. Il n'y a pas de journaux à l'époque, par exemple. Il n'y a pas de requins dans le Colisée. Mais bon, franchement, est-ce que c'est important? Je le redis, on ne demande pas à Scott de faire un documentaire, on lui demande de livrer un spectacle brutal, porté par des destins qui vont s'entremêler, hein, et qui vont se défaire, des hommes et des femmes qui vont se déchirer, des gens avides de pouvoir, d'autres qui avides de vengeance, d'autres qui refusent voilà, de s'avilir devant des empereurs sanguinaires, hein, d'autres qui veulent respecter la devise force et honneur. Voilà. Et je trouve que pour moi, c'est une mission réussie au-delà de toute espérance. D'un projet extrêmement casse-gueule, parce que je fais partie des gens qui, lorsque j'ai appris l'existence de ce projet, je me suis dit, oulala, ils ont tout à perdre. Hein. Scott a tout à perdre, s'il se plante, alors là, bon. Eh ben non, Scott il est allé jusqu'au bout de son idée, de sa fresque, hein, d'un empire qui vacille, qui est au bord du gouffre, tout en offrant au spectateur ce qu'il est venu voir, donc du pain et des jeux, surtout des jeux, évidemment. Voilà. Donc oui, pour moi, ce Gladiator 2 est une vraie réussite. Son succès mondial est tout à fait justifié. Bon là, il est sorti depuis quelques semaines, mais il a déjà rapporté plus de 300 millions de dollars. Il va sans doute aller titiller les 500 millions. Alors ça sera peut-être pas suffisant pour que le studio fasse d'énormes bénéfices. Ce que je dis, il a quand même coûté 300 millions, mais bon, après avec la vidéo, avec la VOD, voilà, il rentrera dans ses frais. Mais en tout cas, hein, voilà, ça montre que lorsqu'un réalisateur, même âgé, fait un travail sérieux, fait ce travail sérieux, n'hésite pas justement eh bien, à aller au bout de ses idées et surtout à mettre son expérience, l'argent qu'on lui donne au service de son film, eh bien, ça donne de très très grands films. Donc voilà, vous avez compris, je suis très enthousiaste vis-à-vis de ce Gladiator 2. Allez le voir si vous avez l'occasion, faites-vous de votre propre idée, parce qu'évidemment ce n'est que mon ressenti. Hein. Je sais que j'ai pas la parole. J'ai pas la parole divine, évidemment, surtout en matière d'art, hein, mais très franchement, donnez une chance au produit, comme on dit, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Gladiator 2, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la carrière de Ridley Scott. Moi, je trouve que c'est une carrière quand même incroyablement intéressante, hein, qui a quand même démarré il y a plus de 40 ans avec le film The Duelist, un film extraordinaire, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, mais je vous le recommande, parce que c'est un film d'une beauté à tomber par terre, voilà, et surtout, n'hésitez pas donc, voilà, à me dire ce que vous pensez de ce genre de spectacle. Est-ce que pour vous, un péplum doit absolument respecter la vérité historique, ou au contraire qu'elle peut prendre des libertés, ou bien est-ce que vous en avez soupé voilà, de ces très gros films, un très gros spectacle, et vous préférez un cinéma plus intimiste? Voilà, n'hésitez pas à dire tout ça en dessous, et on se retrouve très prochainement pour la vidéo sur Matrix 4. Allez, salut.